BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Françoise De Smet, chef de groupe PTB au Parlement régional bruxellois. Bonjour. Bonjour. On va commencer par commenter l'actualité en direct, si vous le voulez bien. Donc, Zakia Khattabi, suspendu à une décision du Sénat. Premier tour négatif, 37 voix, alors qu'il en fallait 40 pour qu'elle puisse être désignée comme représentante à la Cour constitutionnelle. Pour le PTB, c'est grave, c'est pas grave, on s'en préoccupe ou pas ? Ce qui est surtout préoccupant, c'est toute l'histoire qu'il y a eu au départ, avec la NVA qui fait tout un foin sur une nomination politique alors qu'ils en font aussi. Et puis, comme par hasard, quand c'est une femme d'origine immigrée qui est candidate, on commence toute une campagne dégoûtante sur elle. Donc ça, c'est surtout ça qu'on trouve grave à la base, et la raison pour laquelle aussi on a soutenu Zakia Khattabi. Donc, il y a 2 sénateurs, c'est ça, ou plus que pour le PTB au Sénat, il y a combien de membres ? En tout cas, il y a Aïchi Higuit qui vient du Limbourg et Antoine Herman qui vient de la Louvière. Eux, ils ont voté pour Zakia Khattabi, a priori ? A priori, oui. Le vote est secret. Oui, ouais. C'est je vous lis un tweet de Julien Heutendal, et évidemment, quand je veux le lire, il a disparu. Je vais y revenir, mais il dit que c'est extrêmement grave. Voilà, la nomination de Zakia Khattabi, il s'agit d'un sabotage en règle de certains partis. Les équilibres linguistiques sont ici remis en question. Un précédent gravissime pour l'équilibre institutionnel du pays. Il a raison de frapper aussi fort ? Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'effectivement on est dans une période maintenant où il y a des partis qui veulent séparer le pays et qu'on doit surtout discuter du fond aussi et pas rester juste sur l'institutionnel. Donc c'est la raison pour laquelle notamment on fait notre marche le 1er mars, c'est que les gens ont besoin... Pour qu'on comprenne bien, habituellement ce genre de désignation, c'est un peu un vote formel. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une répartition des sièges entre partis, on sait que ce siège-là, il est a priori pour Écolo, et Écolo n'a présenté qu'une candidate. Donc ça aurait dû être juste une formalité. C'est ça le problème, c'est que ça n'est pas finalement une formalité. Ça n'est pas une formalité, et comme je le disais, la NVA a joué un sale rôle là-dedans, et de venir avec des problèmes d'ethnie, etc. à la base. Ça, c'est très grave, effectivement. Ouais. Le PTB appelle à manifester le 1er mars. Oui. Ouais. C'est une protestation de pure forme, ou c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact sur l'avenir politique du pays et sur la formation d'un hypothétique gouvernement fédéral ? Mais à l'heure actuelle, les gens en ont marre. Donc, Raoul Ledebol a encore rappelé ce matin. Donc, ils en ont marre pour plusieurs choses. C'est que ça fait des mois qu'il n'y a rien qui bouge, qu'ils ont voté pour avoir des mesures sociales, qu'il n'y a toujours rien qui est en place par rapport à ça, que ce soit la pension à 1 500 €, le fait aussi qu'on taxe les grosses fortunes pour récupérer de l'argent, pour répondre aux besoins des gens. Il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là, alors que c'est pour ça qu'ils ont voté. Donc, il y a une colère par rapport à ça. Il y a une colère aussi parce que maintenant, on fait des problèmes communautaires. Il y a, comme je disais, des partis qui essayent de séparer le pays, alors qu'on a besoin justement d'unité pour faire passer ces mesures sociales. Ça, c'est le plus important. Et donc, c'est la raison pour laquelle on fait cette marche le 1er mars, pour rassembler toutes les forces qui veulent justement qu'on avance sur ces questions. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une marche ou une manifestation qui doit changer quelque chose ? C'est pas ça qui va amener, par exemple, la NVA, LPS à travailler ensemble, ou les écologistes à travailler avec la NVA ? Mais ce qui va rassembler et pouvoir former un gouvernement, c'est surtout qu'on va se mettre d'accord sur les mesures sociales qu'on veut faire passer. Ça, c'est le plus important pour nous. Mais ça, c'est le point de vue du PTB. Vous êtes quand même pas majoritaire. Vous avez 10 députés à la Chambre au Parlement fédéral. Vous n'êtes pas une force dominante qui permettra de faire une majorité. Non, mais ce qu'on a vu depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a eu par exemple le mouvement des blouses blanches qui a manifesté depuis des mois dans la rue. Il y a eu d'autres mouvements sociaux qui se sont mis en place, et d'ailleurs tous les acquis qu'on a obtenus dans notre pays sont passés par là aussi, ont mis la pression, et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre en place, que ce soit notre sécurité sociale, qui est notre pilier fort, que ce soit les 67 millions qui ont été dégagés pour les blouses blanches. C'est parce qu'il y a eu des mouvements sociaux dans la rue qui ont mis la pression qu'on y est arrivé. Et donc c'est pour ça aussi qu'on veut rassembler les forces dans la rue le 1er mars, pour justement que ce soit sur une base sociale, qu'il y ait un gouvernement qui se forme. Ouais, fin février, il y a une manifestation de la FGTB, à peu près sur les mêmes thèmes, en tout cas sur un certain nombre de revendications sociales. C'est pas un peu faire concurrence ou doublon en tout cas ? Non, c'est permettre qu'il y ait vraiment le plus de force possible, qui se bouge justement pour qu'on avance sur ces questions sociales. Alors, c'est la rentrée, on est encore au mois de janvier. Vous souhaitez quoi aux Bruxellois là, pour 2020 ? Alors, on souhaite beaucoup de choses. La première chose qu'on souhaite, déjà, c'est qu'on avance sur la crise du logement abordable, parce que c'est la première préoccupation des Bruxellois. Donc, il y a plein de gens qui ont du mal à pouvoir se loger dignement. Donc, on est vraiment dans une crise du logement abordable. Donc, on voit qu'il y a la production de logements de luxe, de logements que les familles ne savent plus payer. Par contre, quand il s'agit de produire du logement social, ou même de pouvoir baisser les loyers à Bruxelles, parce qu'ils sont beaucoup trop élevés pour les familles, là, on n'entend rien. Ouais, il y a quand même eu un monitoring des loyers qui a été mis en place.
place et il y a quand même l'annonce de rénovation, de construction de logements sociaux et d'arrivée de logements moyens sur le marché. C'est dans l'accord de gouvernement, ça ne va pas assez loin. Ça ne va pas assez loin. Et donc, je vais donner juste un petit exemple. Donc, ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'en 2020, il y a 200 logements sociaux qui vont être réceptionnés. Donc, à ce rythme-là, il faut encore attendre 215 ans avant que les 43 000 familles qui sont sur la liste d'attente puissent avoir un logement. Ouais, on en annonce quand même plusieurs milliers avant la fin de la législature. Ça, c'est l'engagement du gouvernement. On a promis ça déjà en 2004, on a promis ça déjà en 2013. D'ailleurs, ceux en fait qui promettent les 6400, ce n'est jamais que finir les plans qui ont été prévus depuis 15 ans. On n'y est toujours pas arrivé. Et je vous dis, c'est pas avec les 200 logements sociaux même qu'on promet comme réception en 2020 qu'on va atteindre même ces 6400 logements. Ouais. Pour construire des logements, il faut de l'argent. C'est-à-dire qu'on aurait dû endetter la région bruxelloise pour construire des logements sociaux ? Il y a tout le débat de on va aller chercher l'argent, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Depuis des décennies maintenant, on laisse le tapis rouge pour les gros promoteurs pouvoir produire leur logement de luxe, leurs gros projets immobiliers. Donc on a donné quasi pour une miette le terrain de Tour et Taxi qui était public à la base. Donc on l'a vendu pour quasi rien. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? On a une société qui s'appelle Extensa qui va produire du logement et qui va vendre des appartements jusqu'à 500 000 € l'appartement. Mais qui peut s'acheter ça, Monsieur Grosfilet ? Qui peut s'acheter ça ici à Bruxelles ? On a besoin de logements abordables, pas des logements de luxe comme ça qui en plus font pression sur le marché et augmentent les loyers dans le quartier. Alors, le PTB, c'est désormais 10 députés au Parlement régional bruxellois, c'est autant que des filles. Ça vous donnerait le droit d'avoir des administrateurs dans de nombreux organismes. Ouais. Vous avez un administrateur à la STIB ou pas ? Alors, pour le moment, l'opposition ne peut pas rentrer dans le conseil d'administration de la STIB, c'est bien dommage d'ailleurs. Donc le PTB n'est pas représenté, dans la Société des transports intercommunaux bruxellois. Non. Et on aurait vraiment souhaité y être, parce que c'est quand même un élément important. Ça veut dire que s'il y a une augmentation des tarifs, par exemple, décidée ou demandée par la STIB, vous ne serez pas au courant ? On ne sera pas directement au courant, mais bon, vous savez très bien aussi qu'on mène la bataille depuis longtemps pour avoir les transports gratuits à Bruxelles. On pense que c'est vraiment une mesure sociale et écologique très importante. Le gouvernement, dans son accord, a prévu que ce serait le cas en 2020 pour les moins de 25 ans, les plus de 65 ans. Ça va dans le bon sens ? Ça va dans un bon sens, mais ça ne suffit pas du tout. Et en plus de ça, ça a été reporté. Donc on l'avait annoncé pour 2020. Maintenant, on voit qu'on recule encore. Donc c'est pas garanti. On recule le moment, en tout cas, où ils souhaitent le mettre en place. Donc on se demande si effectivement ça aura lieu en 2020. Et puis il y a toute la question aussi de qui va financer ça. Et donc qu'est-ce qu'on voit maintenant ? C'est la ministre Van den Brand qui annonce que le ticket augmente. Donc le tarif c'est le ticket papier qui augmente. Le ticket papier augmente. Oui, mais c'est une augmentation des tarifs. Donc, mais pour tous ceux qui souhaitent pas l'augmentation, il y a possibilité de passer soit vers la carte mobile, soit vers des paiements par smartphone ou autre chose. Tout le monde ne manipule pas, tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde ne manipule pas le numérique aussi facilement. Et puis il y a toute une série de gens, comme par exemple les sans-papiers à Bruxelles, qui ont besoin de cette carte papier. Et donc ces gens-là vont payer, ils vont payer l'augmentation. Et donc là, on trouve que c'est une mesure antisociale. En plus, ça va rebuter les utilisateurs occasionnels de la STIB. Quand ils ceux qui prennent le tram ou le bus une fois par an, par exemple. Voilà, et ce sont justement des gens qui conduisent en voiture. Et donc, on voudrait justement les attirer dans les transports et pas les rebuter. Et c'est ce qui va se passer. Quand vous montez dans le train et que vous payez 3 € pour un ticket, mais vous vous dites, la prochaine fois, je viens avec ma voiture. Ouais. Une toute dernière question, Françoise De Smet, avant d'aborder le journal. L'idée qu'on pourrait peut-être avoir l'année prochaine ou l'année suivante des portiques qui relèveraient les plaques d'immatriculation des voitures qui rentrent dans le centre de Bruxelles et que ces voitures-là soient taxées si elles rentrent aux heures de pointe. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée quand on est au PTB ? Alors, pour nous, c'est une mauvaise idée parce qu'on trouve que c'est une mesure antisociale. Ouais. Même si pour les Bruxellois, elle est compensée par une baisse de la taxe de circulation ? Oui, mais donc on a fait déjà quelques calculs sur base de témoignages parce qu'il faut évidemment que le montant de cette taxe soit quand même relativement élevé si on veut qu'il ait un impact. Et donc en fait, si vous faites le calcul par rapport à la taxe de circulation que les gens payent maintenant quand ils ont une petite voiture, ils payeraient quand même plus au final. Vous êtes sûr de ça ? Oui, on a fait les calculs. Ouais. Donc le gouvernement bruxellois doit revoir ses calculs pour être en phase avec ce que vous dites. Absolument. Et donc, mais même sur le principe d'avoir une taxe forfaitaire qui est la même en fait pour tout le monde, qui n'est pas basée sur les revenus. En fait, ce sont de nouveau les familles avec les plus faibles revenus ou bien avec des plus petits salaires qui vont le plus payer dans l'histoire. BX1+,
L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on va retrouver Françoise de Smet, chef de groupe du PTB pour le Parlement régional bruxellois. On va d'abord parler de l'Union Saint-Gilloise, puisque vous êtes Saint-Gilloise. Oui. Qu'on retire cette banderole antifasciste, ça vous a choqué ? Ça m'a choqué, oui. C'est un vrai scandale. Donc, on vit dans une période où on voit justement l'extrême droite qui monte, le racisme qui est présent et qu'on doit combattre. Et puis là, on retire une simple banderole avec un club qui se déclare antifasciste depuis longtemps. Donc ça, ma collègue Stéphanie l'a déjà expliqué. Donc non, c'est pas très clair encore pour l'instant sur qui a demandé le retrait de cette banderole. Est-ce que c'est une initiative de la police ou une demande du club ? Il va falloir qu'on fasse la lumière là-dessus. On peut faire la lumière, mais peu importe. Cette banderole a sa place dans ce club et ça fait partie de la lutte contre la montée de l'extrême droite et du racisme qu'on doit faire à l'heure actuelle. Ouais, c'est dans les stades de football notamment que ça se joue, ce combat-là ? Entre autres. Ouais. Parce que ce qui est contradictoire là-dedans, c'est que dans d'autres stades, on laisse des footballeurs se faire insulter par des propos racistes, etc., où on n'intervient pas. Mais quand il y a des gens qui, justement, luttent contre le racisme et le fascisme, là, on intervient. Et là, ça nous pose vraiment problème. Émir Kir, s'il était membre du PTB, il serait sanctionné ou pas sanctionné pour avoir reçu des maires turcs appartenant à des partis d'extrême droite ? Je pense déjà que ça n'arriverait pas, mais très clairement, il doit être sanctionné. Donc, il a rencontré des gens d'un parti d'extrême droite, effectivement, qui a commis des massacres en Turquie. Donc, c'est pas une petite chose. Mais pour nous, ce qui nous interpelle aussi, donc il passe devant la commission de vigilance. Oui. Mais on se demande s'il n'y a pas d'autres personnes aussi qui pourraient passer devant cette commission de vigilance. Vous visez qui ? D'autres élus du Parti socialiste ? Oui, je vais les appeler un peu les barons du PS. Donc, entre autres, par exemple, Laurette Ankelins, qui en 2006, donc il y a déjà eu un cas à Schaerbeek en 2006 pour les élections communales, où il y a aussi un loup gris, on les appelle les loups gris, qui s'est retrouvé sur sa liste. Ça avait fait scandale d'ailleurs à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait absolument gagner les élections. Et alors là, il y a les principes qui sautent. On met des gens d'un parti d'extrême droite sur ces listes qui sont là parce qu'on veut racoler des voix. Et donc, il y a tout un système aussi de racolage de voix communautaire qui doit être remis en question. Parce que là, ça a été une des premières portes ouvertes pour le faire. Donc, vous dites qu'il y a du racolage au Parti socialiste et il y a des gens peu recommandables sur les listes du Parti socialiste. C'est ce qu'on a vu. Ce sont les faits de 2006. Ouais. Et ça n'arrive pas au PTB ? Chez nous, ça n'arrive pas, non. Ouais, vous êtes sûr du pédigré de tous les candidats aux élections communales ou régionales en tout cas, PTB. Il y a des discussions avec les candidats, effectivement, pour qu'ils soient d'abord en accord avec les idées qu'on défend et qu'il n'y ait pas de ce genre de cas qui se retrouvent sur nos listes, effectivement. Ah, mais donc, vous venez quand même de dire que Laurette Ankelins devrait passer devant la commission de vigilance du PS. Bien entendu, c'est ça que vous avez dit. On propose, en tout cas, que oui, parce que ce sont... Je vais les appeler vraiment les barons du PS qui ont aussi profité de ce système pour avoir des voix, donc à faire sauter des principes. On n'est plus dans le débat de fond politique, là. On veut juste avoir des voix. Et donc là, ça nous pose question. Et donc, oui, devant le comité de vigilance, dans le sens où il y a tout un système à remettre en question aussi. Ouais. On va parler de Vivaquois dans quelques minutes, mais je pense que vous êtes déjà au courant de cette polémique. C'est le Ligueur, donc le journal La Ligue des Familles, qui annonce que Vivaquois a suspendu un tarif garde alternée. Ça vous choque, ça aussi ? Vous allez demander des explications, par exemple, au Parlement bruxellois ? Certainement, on va demander des explications. Et ça nous choque dans le sens où on a toujours été très clair qu'on ne voulait pas d'augmentation des tarifs de l'eau, parce qu'il y a déjà énormément de familles qui ont du mal à payer leurs factures. Ils vont être indexés. Et le régulateur autonome a donné son accord. Oui, et bien justement, ça c'est intéressant aussi, parce que c'est visiblement depuis qu'on a décidé que Bruegel allait décider des tarifs, donc le régulateur soi-disant indépendant. Il n'est pas indépendant d'après vous ? C'est pas le problème de l'indépendance. Le problème qui nous pose, c'est justement que ce n'est plus dans la main du gouvernement. La décision de fixer le prix de l'eau est une décision politique. Et pour nous, ça doit rester dans les mains du gouvernement, pas d'un organisme indépendant. Et d'ailleurs, maintenant que c'est Bruegel qui a ça dans les mains, on voit aussi que maintenant, depuis qu'ils ont mis leur nez dedans, entre guillemets, ce tarif, justement, qui était favorable aux familles, est en train de sauter aussi. Donc ça nous pose vraiment question. Et on est tout à fait contre même une indexation, parce qu'on commence avec ça, et après, c'est la porte ouverte pour augmenter encore les tarifs plus loin. Même si on sait que le réseau, notamment d'égouttage en région bruxelloise, il est en piètre état et qu'il faut injecter des dizaines, voire des centaines de millions pour le rénover. Il faut injecter effectivement, mais ça, c'est une décision que les pouvoirs publics doivent prendre, de voir où est-ce qu'on va aller chercher l'argent. Ouais. Ça n'est quand même pas normal qu'on vienne de nouveau chercher l'argent dans les poches des familles pour financer la réparation des égouts, alors qu'on savait très bien que ça allait arriver. On irait chercher l'argent où, Françoise de Smet ? Il faut augmenter tous les impôts en région bruxelloise ? Il faut pas... Alors, tous les impôts, certainement pas. Et donc,
et certainement pas les impôts qui touchent les familles. Mais donc, il y a toujours le même débat, en fait, qu'on veut aussi mener au niveau de la région bruxelloise. C'est où est-ce qu'on va chercher l'argent. Pour nous, c'est hors de question d'encore aller chercher chez les familles où le pouvoir d'achat n'arrête pas d'être attaqué ces dernières années. La question, c'est on doit aller voir. La région bruxelloise est la 3e région la plus riche d'Europe. Ça veut dire qu'il y a de l'argent, mais elle est évidemment concentrée dans les mains d'une minorité des plus riches. Et on doit voir comment est-ce qu'on peut aller récupérer cet argent pour financer les investissements publics. En sachant que la fiscalité, c'est encore du ressort du fédéral pour l'essentiel et pas dans les mains de la région bruxelloise. Merci Françoise De Smet.